Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le webinaire de ce soir s'inscrit dans un cycle de webinaires organisés par le parti EELV, donc Europe Écologie Les Verts, et plus précisément par les 300 adhérentes et adhérents qui habitent dans la région hors de France, parmi les 2 millions de Français qui sont dans ce cas. Donc, en fait, nous sommes dans la perspective des élections de conseillers consulaires de l'étranger qui auront lieu en mai prochain et qui renouvelleront ensuite en septembre par suffrage indirect 6 sénateurs établis hors de France. Donc, je reviendrai à la fin du webinaire sur le rôle des conseillers et puis sur cette élection. Donc, je m'appelle Rémi Vazeille et je suis un des membres fondateurs du groupe EELV du Royaume-Uni et je suis accompagné ce soir par Alexia Delfos, membre des Jeunes Écolos et co-secrétaire de EELV Paris 12e, et Jean Baca, basé à Nairobi, qui est notre référent Afrique de l'Est. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir François Gemelle, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et spécialiste des migrations liées à l'environnement. Il a signé plusieurs essais, dont l'Atlas de l'Anthropocène en 2019 et On a tous un ami noir en 2020. Il est de retour d'une mission à Lampedusa la semaine dernière, donc il nous en parlera plus tard. Donc le thème du webinaire qu'on a choisi ce soir, migration et expatriation, réalité et légitimité, nous semble de grande actualité. À l'heure où les frontières se ferment, où la mobilité entre pays semble devenir impossible, pour beaucoup de gens, la question migratoire semble avoir été mise en suspens. Au cours des derniers mois, près de 10% des expatriés français sont rentrés en France. 1 sur 3 pour les Français qui vivent en Chine. Par ailleurs, on entend que l'agence Frontex renforce ses moyens aux frontières européennes et que les demandes d'asile sont toujours plus difficiles à obtenir. Donc, nous nous sommes dit qu'en tant que Français expatriés, nous pouvions être un peu les yeux et les consciences des Français de métropole. Le Royaume-Uni, où je réside, c'est le pays en Europe qui cristallise cette crispation autour des questions migratoires. On le sait, il y a près de 5 ans, le vote Leave de Brexit a été largement motivé pour des questions politiques migratoires. Le Royaume-Uni qui agit aussi comme un aimant sur de nombreux migrants. En 2020, on a compté 9500 traversées ou tentatives de traversées, le double de 2019. Donc pour moi, c'est une question qui me parle beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à Alexia et à Jean, qui ont beaucoup de questions pour François. Et on vous invite tous à mettre vos questions au cours de cette heure dans le chat. N'hésitez pas et on les fera remonter. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci François Gemelle d'avoir accepté d'y participer. On est très heureux de vous accueillir. Merci pour votre invitation. Et du coup, je vais commencer par une question un peu générale pour donner des éléments de contexte. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots, nous redonner quelques données sur les flux migratoires actuels? Oui, bien sûr. Je dirais le chiffre que je donne souvent, c'est celui de 1 sur 7. On estime qu'il y a aujourd'hui à peu près 1 milliard de personnes qui n'habitent pas à l'endroit où elles sont nées. J'imagine que c'est le cas de la plupart des gens qui participent aujourd'hui à ce webinaire, puisque quelque part vous représentez en quelque sorte la vision quelque part, comment dire, très valorisée de l'immigration, l'expatriation. Et donc, si on subdivise ce milliard de personnes qui n'habitent pas à l'endroit où elles sont nées en différentes catégories, on constate que les 3/4 de ces migrants, c'est-à-dire à peu près 750 millions de personnes, sont ce qu'on appelle des migrants intérieurs, c'est-à-dire des gens qui ont migré à l'intérieur des frontières de leur propre pays. Mais c'est un terme qu'on réserve souvent aux pays en développement. Lorsque les Français déménagent de Toulouse à Paris, ils ne disent pas qu'ils migrent de Toulouse à Paris. Ils disent simplement, on déménage le week-end prochain, est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main? Et puis, parmi les migrants dits internationaux, qui représentent donc 1/4 de ce milliard, à peu près 250 millions d'habitants, on estime qu'à peu près 35% de ces migrants sont des migrants qui sont nés dans un pays du Sud et qui ont migré dans un autre pays du Sud. Et donc, les pays du Sud vers d'autres pays du Sud sous le pays voisin. Et c'est très, très marqué dans certaines régions. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, sur laquelle se focalise beaucoup notre attention
dès qu'on parle des migrations, on estime que à peu près 65% des migrants originaires d'un pays d'Afrique de l'Ouest ont migré dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest. L'Europe n'est la destination que de 14% des migrants en provenance d'Afrique de l'Ouest. Puis, environ 30% des migrations sont des migrants qui viennent d'un pays du Sud vers un pays du Nord, que ce soit de l'Afrique vers l'Europe, de l'Amérique vers l'Amérique du Nord, ou encore de l'Asie du Sud ou du Sud-Est vers les pays du Golfe, ou alors vers l'Australie, le Japon ou la Nouvelle-Zélande. Et les 35% qui restent se répartissent à peu près à parts égales entre des migrations du Nord vers le Nord, c'est-à-dire sans doute le cas de la plupart d'entre vous qui êtes expatriés depuis la France vers, pour la plupart d'entre vous, sans doute d'autres pays industrialisés, vers l'Angleterre, vers les États-Unis, vers le Japon. Et puis, une partie également qui sont des migrants qui ont migré d'un pays industrialisé vers un pays du Sud, et c'est le flux migratoire qui connaît aujourd'hui la plus forte augmentation, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus d'habitants des pays industrialisés qui vont migrer vers un pays du Sud pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, parce que certains sont touchés aussi par la crise économique et se disent qu'ils ont un meilleur emploi ou un meilleur salaire dans un pays du Sud. Et donc on voit en réalité, on n'est pas du tout dans le schéma de flux migratoires qui proviendraient tous d'Afrique et qui iraient tous vers l'Europe. Les flux migratoires, la connexion a sauté, j'ai changé de réseau, celui-ci devrait être meilleur. Donc, pour dire que très souvent, nous ne nous tracassons pas des flux migratoires globaux, nous n'essayons pas de comprendre la globalité et la complexité des flux migratoires, on se tracasse uniquement des personnes qui arrivent chez nous. Et donc, on a tendance, quelque part, à se focaliser sur certains types de migration, et on va en particulier se focaliser sur ceux qui franchissent la Méditerranée, et on va en particulier se focaliser sur les demandeurs d'asile et les réfugiés. Pourtant, si on regarde l'ensemble des migrations internationales, donc les quelques 250 millions de personnes, on estime que parmi ces personnes, environ 25 millions sont des réfugiés auxquels il faut rajouter 3 ou 4 millions de demandeurs d'asile. Ce qui veut dire qu'environ 10% seulement des migrants internationaux sont dans des situations de réfugiés. La plupart des gens qui migrent pour le travail, migrent pour rejoindre leurs conjoints ou leurs enfants ou leurs parents, migrent pour faire des études. Quand on regarde par exemple les raisons d'attribution de titres de séjour en France, on constate qu'il y a 2 gros tiers des migrations en France qui sont soit ce qu'on appelle du regroupement familial, c'est-à-dire des gens qui viennent pour rejoindre leurs conjoints ou leurs enfants, soit des gens qui viennent pour poursuivre leurs études en France, et que le tiers restant se répartit à peu près à parts égales entre ceux qui sont protégés pour des raisons humanitaires, c'est-à-dire les réfugiés et ceux qui jouissent d'une protection similaire, et ceux qui viennent en France pour le travail, ce qu'on appelle donc des migrants économiques. Et donc, on a vraiment une vision très, très distordue, je dirais, des migrations. Voilà quelques ordres de grandeur sur les migrations internationales. Merci beaucoup. Du coup, vous parliez, par exemple, au début, vous avez commencé par nous dire que l'expatriation était une vision valorisée des migrations. Vous nous disiez également que on n'essayait pas forcément de comprendre la complexité des migrations, vous aviez commencé aussi à définir un peu le mot réfugié. Est-ce que éventuellement vous pourriez nous faire un état des lieux de tous ces mots de vocabulaire et qu'est-ce que ça implique en termes de perception de la migration? Je ne sais pas si la question est très claire. Le vocabulaire est, je dirais, très lié à la manière dont nous voyons les migrations. Et comme je le disais, on les voit toujours par rapport à soi-même. Raison pour laquelle, lorsqu'un Français part vivre à l'étranger, on parlera d'un expatrié. À l'inverse, lorsqu'un étranger viendra vivre en France, on parlerait d'un immigré. In et ex, parce que nous voyons les choses par rapport à nous-mêmes. Et effectivement, et vous le savez, j'imagine, vous tous qui habitez à l'étranger, lorsque vous en parlez à votre entourage, l'expatriation est quelque chose de très valorisé en France. Vous avez ces reportages
sur M6 ou sur W9 qui passent en deuxième ou troisième partie de soirée, sur ces Français qui ont tout quitté pour tenter leur chance à l'autre bout du monde. Vous avez régulièrement des couvertures de magazines, expatriation, tout ce qu'il faut savoir pour vous expatrier. C'est quelque chose qui est très encouragé, extraordinairement valorisé. On va pousser les Français à aller travailler à l'étranger, à aller faire leurs études à l'étranger. Et quelque part, c'est un privilège que nous allons refuser dans l'autre sens. Imaginez ce qui se passerait si des migrants algériens ou tunisiens étaient militants d'un parti politique dans leur pays d'origine, s'organisaient en association, on les accuserait en France de ne pas être intégrés, de conserver trop de liens avec leur pays d'origine, de ne pas vouloir s'assimiler pleinement à la République, de faire de l'activisme politique comparable à du séparatisme, et on le verrait comme une sorte de refus ou de déni d'intégration. Et donc, quelque part, nous refusons véritablement aux autres le privilège que nous valorisons pour nous-mêmes, et nous ne lisons pas du tout l'immigration avec les mêmes cadres de pensée, avec les mêmes codes de lecture que ceux que nous nous appliquons à nous. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très frappant. L'autre élément de vocabulaire qui me paraît important, c'est de voir comme nous les désignons toujours au pluriel. C'est-à-dire que nous parlons toujours des migrants, ou des réfugiés, ou des demandeurs d'asile, ou des étrangers. Et quelque part, ce pluriel systématique, qui est un élément de vocabulaire auquel nous ne prêtons plus attention, va avoir un côté profondément déshumanisant, parce que nous allons imaginer que les migrants se connaissent tous entre eux, forment une sorte de groupe constitué, et de ce fait représentent une certaine forme de menace ou de danger pour la France, pour notre mode de vie, pour nos emplois, voire même pour nos valeurs, pour certaines traditions, etc. Et donc, il y a quelque chose de très problématique, à mon sens, à ce que nous désignons toujours au pluriel, des gens qui, en fait, ne se connaissent pas entre eux, des gens qui ont des parcours de vie complètement différents, qui ont des aspirations complètement différentes, qui sont dans des situations souvent complètement différentes, et qui, surtout, ne vont pas faire de cette caractéristique de migrants ou de réfugiés, ne vont pas du tout en faire une sorte de marqueur de leur identité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se présenter d'emblée en disant « Salut, je m'appelle un tel, je suis migrant ». Et donc, cette caractéristique que nous allons voir comme le marqueur premier de leur identité, comme la manière dont on va parler d'eux dans le débat public, pour eux, n'est qu'un élément de leur situation administrative. Et donc ça me paraît être un autre élément extrêmement important, c'est que dans la manière dont nous allons les nommer, effectivement, il y a un pluriel systématique qui en fait arrive à une sorte de déshumanisation. Nous ne parvenons plus à voir la singularité des individualités qui sont derrière ces concepts pluriels. Et puis, comme je le disais, ces différentes étiquettes correspondent à des situations administratives différentes. Et souvent, ce sont en réalité des labels qui vont correspondre à des situations administratives différentes qu'ils ont en France, mais qui ne vont pas forcément désigner des parcours migratoires complètement différents. Et donc, on va évidemment avoir, et le débat va beaucoup se focaliser là-dessus en ce moment, on va avoir les réfugiés qui sont donc des gens qui vont arriver en France comme demandeurs d'asile, c'est-à-dire qui vont chercher protection auprès de la France et qui vont recevoir, dans environ 36% des cas, une protection au titre de l'asile et donc ils vont recevoir un statut de réfugié. Un réfugié, c'est un demandeur d'asile qui a obtenu l'asile. Ceux qui n'ont pas obtenu l'asile vont se trouver dans une situation d'entre-deux, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver en France en situation irrégulière, ils vont devenir des sans-papiers, et donc ils vont être invités ou forcés à rentrer chez eux, ou alors ils vont se trouver dans une situation d'irrégularité, sans papier, s'ils demeurent sur le territoire français. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie, je dirais. L'an dernier, il y a eu environ, enfin l'an dernier, en 2019 plutôt, on n'a pas encore les chiffres pour 2020, en 2019, il y a eu environ 120 000 demandes d'asile en France, et à côté de ces 120 000 demandes d'asile, il y a eu environ 250 000 permis de séjour attribués pour des gens qui vont être considérés comme soit des étudiants, soit des gens qui vont rejoindre leurs conjoints, soit des gens qui viennent pour travailler.
Et une partie d'entre eux, en fonction de leur couleur de peau, on va ou pas les désigner comme des migrants. C'est-à-dire que moi qui suis né en Belgique et qui habite en France depuis 13 ans, on ne me désignera jamais comme un migrant parce que j'ai l'air d'être français, parce que je suis blanc, parce que je suis catholique, parce que je parle français avec un petit accent. Et donc, à l'inverse, toute une série de Français qui soit sont nés de parents immigrés, soit même sont nés dans des territoires ou départements d'outre-mer, vont se trouver désignés comme étrangers ou comme migrants de seconde ou de troisième génération dans le débat public, alors qu'ils sont français. Le concept de migrant de deuxième ou de troisième génération n'a aucun sens dans le droit français, qui est un pays qui applique le droit du sol. Et donc, dès l'instant où vous naissez en France, vous naissez français. Le concept de migrant ou d'immigré de deuxième ou de troisième génération n'a aucun sens. Et pourtant, c'est un terme qui continue à être régulièrement employé dans le débat public. Voilà quelques réflexions sur le vocabulaire et la terminologie. Merci beaucoup. Et du coup, vous avez commencé à évoquer la thématique de la question suivante que je vais vous poser, notamment tout ce qui concerne la protection des réfugiés. Est-ce que vous pourriez un peu nous faire le point sur les instruments de protection, je dirais, clés qui existent en droit international pour protéger les migrants et les demandeurs d'asile? Oui, alors il y a un instrument qui est central dans le droit international, c'est la Convention de Genève qui va définir le statut de réfugié et qui a été approuvé en 1951, qui, attention, n'a pas été approuvé par tous les États. Par exemple, un pays comme l'Inde n'a pas ratifié la Convention de Genève. Néanmoins, en Europe et dans la plupart des pays industrialisés, c'est la Convention de Genève qui prévaut et qui prévoit donc que peut prétendre au statut de réfugié quelqu'un qui, dans son pays d'origine, est persécuté ou craint d'être persécuté en raison de sa nationalité, en raison de sa race, on dirait plutôt de son ethnicité aujourd'hui, en raison de sa religion, en raison de ses opinions politiques ou en raison de son appartenance à un groupe particulier. Et ce sont les tribunaux qui vont définir au cas par cas ce qu'on entend par appartenance à un groupe particulier. Il faut savoir que cette convention de Genève de 1951, au départ, était un arrangement entre les pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale pour régler le problème des réfugiés juifs de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'au départ, la convention de Genève n'avait pas du tout l'ambition de devenir un grand instrument du droit international comme elle est considérée aujourd'hui, était simplement un arrangement entre grandes puissances pour régler un problème lié à la Seconde Guerre mondiale. Et par la suite, alors que cette convention de Genève, initialement, devait avoir une durée limitée dans le temps, sont arrivées les guerres de décolonisation, et donc toute une série d'autres gens qui se trouvaient dans des situations comparables à celles des Juifs après la Seconde Guerre mondiale, et donc on a décidé, en 1967, d'étendre le spectre de la Convention de Genève à des personnes qui se trouvaient originaires de n'importe quel pays du monde, et qui étaient déplacés par tout type de persécution, et pas seulement ceux liés à la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'au fil du temps, et c'est le cas en 2021 certainement, et c'est le cas depuis certainement 20 ou 25 ans de l'Union européenne, nous avons considérablement réduit les autres voies d'immigration légale sur le sol européen. C'est ce qu'on appelle les voies d'immigration économique. Et que donc toute une série de gens qui souhaitent venir en Europe pour des raisons diverses ne vont plus avoir que la procédure d'asile comme moyen d'entrer légalement sur le territoire. Et c'est pour ça que, alors que dans les années 80, par exemple, la délivrance du statut de réfugié était pour 80 ou 85% des demandeurs d'asile, aujourd'hui, seule une minorité des demandeurs d'asile obtiennent le statut de réfugié, parce que de plus en plus, cette procédure d'asile a été engorgée et est devenu au fil du temps un instrument de contrôle des migrations plutôt qu'un instrument de protection humanitaire. C'est devenu quasiment la seule voie d'entrée légale. Alors, à côté de la Convention de Genève, on a prévu aussi d'autres mécanismes de protection complémentaires, notamment pour ceux qui ne rentraient pas parfaitement dans les critères. Et donc, on a en France d'autres types de protection humanitaire
ou de protection subsidiaire, mais qui ne concerne qu'une minorité des gens. La Convention de Genève, quelque part, reste véritablement la pierre angulaire de la protection des exilés aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui trouvent que la Convention de Genève n'est plus adaptée aux réalités contemporaines des migrations forcées, que toute une série de motifs de déplacement ne sont pas pris en compte, que la famine, par exemple, n'est pas prise en compte, les catastrophes naturelles ne sont pas prises en compte, le changement climatique n'est pas pris en compte, parce que dans l'esprit des négociateurs de 1951, il s'agissait juste de régler un problème ponctuel. Et donc, on a régulièrement des gens qui militent pour d'autres types de protection, voire pour une extension de la Convention de Genève. Mais le problème, c'est que le débat politique aujourd'hui est tellement crispé sur cette question qu'il n'y a pas du tout de volonté politique d'étendre la Convention de Genève et qu'on craint même que si on ouvrait cette convention à révision, eh bien, on en profite pour s'en débarrasser ou pour restreindre considérablement le droit d'asile. Et donc, paradoxalement, on se retrouve aujourd'hui avec un instrument qui est considéré et qui est écrit comme un grand texte de droit humanitaire, alors qu'au départ, c'était juste un arrangement ad hoc qui, effectivement, aujourd'hui est un peu daté. Mais le problème, c'est que les conditions politiques ne sont pas du tout réunies pour élargir la protection des réfugiés. On a une question dans le chat qui concerne la Convention de Genève, qui demande plus de précision. Donc, c'est une personne qui demande si la Convention de Genève inclut des dispositions pour le regroupement familial. Non. Non, la Convention de Genève a pour seul but de protéger ceux qui sont persécutés ou craignent d'être persécutés dans leur pays d'origine. Et donc, si ces personnes obtiennent le statut de réfugiés dans leur pays d'accueil, ils vont même avoir l'interdiction de retourner dans leur pays d'origine parce qu'on considérera qu'ils sont en danger s'ils retournent dans leur pays d'origine. Le regroupement familial est prévu, par contre, par la Convention européenne des droits de l'homme et par toute une série d'autres textes. Et donc, dans le débat français, lorsqu'on envisage de réduire la question du regroupement familial, on ne réalise pas que la France fait le minimum en termes de regroupement familial, c'est-à-dire qu'elle permet aux conjoints d'être ensemble et aux enfants d'être avec leurs parents. Ce regroupement familial s'arrête véritablement à la famille nucléaire. Et il est certain que non seulement, si on voulait réduire encore ces possibilités, ça contreviendrait à la Convention européenne des droits de l'homme et à d'autres textes internationaux ratifiés par la France, et surtout, ça priverait des milliers, sinon des millions de Français de vivre avec leurs conjoints ou de vivre avec leurs enfants ou avec leurs parents. Ok. Et toujours du coup sur ces questions légales, on a également une question sur la coordination européenne de l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile. Est-ce que vous auriez des éclaircissements à nous donner sur cette question? Cette coordination européenne est inexistante ou quasi. C'est comme pour les masques, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une compétence que les États membres ont souhaité transférer à la Commission européenne. Parce que les États membres ont considéré que c'était un élément essentiel de leur souveraineté nationale et qu'il n'était pas question de transférer à la Commission européenne la moindre compétence en matière d'asile ou en matière d'accueil des migrants. Chaque pays reste libre de décider qui vient sur son territoire. Et donc le résultat, c'est qu'on n'a pas dans l'Union européenne un seul régime d'asile, mais on a en réalité 27 régimes d'asile qui sont profondément différents les uns des autres. C'est-à-dire que selon le pays où vous allez demander asile, vous allez avoir plus ou moins de chances, et quand je dis plus ou moins de chances, ça varie parfois d'un facteur 1 à un facteur 3, d'obtenir l'asile, et vous n'allez pas du tout avoir les mêmes conditions d'accueil. Dans certains pays, l'hébergement sera fourni, dans d'autres pas. Dans certains pays, vous aurez accès à la sécurité sociale, dans d'autres pas. Dans certains pays, vous aurez accès au marché de l'emploi, dans d'autres pas. Et donc, les conditions d'accueil sont aussi considérablement différentes d'un pays à l'autre. Le problème, bien entendu, d'avoir ces 27 régimes d'asile juxtaposés les uns aux autres, c'est que souvent, les migrants souhaitent venir dans l'Union européenne plus que de souhaiter venir dans un pays en particulier. Et ça crée donc un système qui est profondément injuste, qui est injuste quelque part parce que ça va être une sorte de loterie en fonction du pays dans lequel vous allez déposer votre demande d'asile. Alors, le seul élément de coordination qui existe, c'est ce qu'on va appeler les règlements de Dublin, dont vous avez sans doute déjà entendu parler.
et qui prévoit qu'un migrant qui arrive en Europe, plutôt un demandeur d'asile qui arrive en Europe, tous les demandeurs d'asile étant des migrants, un demandeur d'asile qui arrive en Europe doit déposer sa demande d'asile dans le premier pays européen qu'il va traverser. Mais ce système est doublement injuste. Il est d'abord injuste pour les demandeurs d'asile eux-mêmes, parce que, comme je l'ai dit, selon le pays où ils vont déposer leur demande, ils vont avoir plus ou moins de chances d'obtenir l'asile. Et surtout, ils ne vont pas avoir la possibilité de choisir ce pays. On a tellement fermé les frontières qu'aujourd'hui, il faut quasiment toujours franchir la Méditerranée ou franchir une frontière illégalement avec un passeur, et c'est le passeur qui va décider en quelque sorte quel est le premier pays européen traversé, et donc quel est le premier pays européen dans lequel la demande d'asile doit être introduite. Mais c'est un système qui est injuste aussi pour les pays qui sont situés sur la rive nord de la Méditerranée, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour Malte ou pour la Grèce, parce que ça va toujours être eux le premier pays européen traversé. Et donc, comme il n'y a aucune solidarité européenne, ces pays de la rive nord de la Méditerranée vont se retrouver complètement dépassés par la demande et parfois même vont se trouver en situation de crise humanitaire parce qu'ils ne vont pas avoir les capacités d'accueil ou les capacités administratives de traiter ces demandes d'asile. Et c'est ça qui non seulement va provoquer aujourd'hui l'exaspération des habitants et donc des poussées nationalistes en Italie, en Grèce ou à Malte, parce qu'il va y avoir une véritable exaspération des habitants. J'étais la semaine dernière à Lampedusa. Lampedusa, c'est une petite île touristique entre la Sicile et la Libye. C'est donc un des premiers territoires européens que les migrants peuvent atteindre lorsqu'ils franchissent la Méditerranée, mais ce n'est pas du tout une île qui était conçue pour accueillir énormément de migrants. Et donc les habitants font ce qu'ils peuvent, mais on voit bien que l'île n'est pas du tout dimensionnée pour devenir une porte d'entrée dans l'Union européenne. Et que quelque part, les capacités d'accueil de l'île sont régulièrement dépassées. Pareil à Lesbos, pareil à Malte, à certains endroits. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, chacun reconnaît que ce système de Dublin ne peut pas fonctionner, que tant qu'il y aura 27 régimes d'asile différents dans l'Union européenne, ça ne fonctionnera pas, ça sera un système injuste pour les demandeurs d'asile, injuste pour des pays comme l'Italie ou la Grèce, et ça va provoquer non seulement des crises humanitaires, mais aussi des crises politiques au sein de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de politique commune en Europe en matière d'asile et d'immigration. Donc, personne ne parvient à se mettre d'accord sur un système qui pourrait réformer Dublin. Et donc, le seul point sur lequel les Européens semblent s'entendre aujourd'hui, c'est sur la nécessité de fermer les frontières extérieures et en quelque sorte de passer le problème soit aux voisins, soit de le renvoyer au-delà de l'espace européen à des pays tiers qui ne sont pas toujours forcément recommandables, comme la Libye ou comme la Turquie. Justement, je vois qu'on a mis dans le chat le nouveau pacte sur la migration et l'asile qui a été proposé en septembre 2020. Alors, c'était donc une priorité, évidemment, de la commission von der Leyen, parce qu'on sent bien que cette situation ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'une des raisons essentielles qui a poussé au Brexit, c'était quelque part la peur qu'ont eu les électeurs britanniques d'être touchés aussi par la crise des réfugiés qui touchait l'Europe en 2015-2016. Il est vraisemblable que si on avait une politique européenne en matière d'asile et d'immigration, il est vraisemblable que le Brexit ne serait pas advenu. Et donc, c'est évidemment une priorité politique. Le problème, c'est qu'avec ce nouveau pacte pour la migration et l'asile, en réalité, la Commission européenne va tenter de remettre à jour des vieilles recettes, c'est-à-dire qu'ils vont prétendre qu'ils se débarrassent de Dublin ou qu'ils réforment Dublin, mais ils vont garder le principe du système, ils vont simplement offrir aux États européens la possibilité soit de participer à l'effort et de se répartir des demandeurs d'asile entre eux, soit, s'ils ne le souhaitent pas, de participer financièrement ou militairement aux expulsions, au renvoi à la frontière. Et donc, on se trouve dans une situation où on va proposer une sorte de solidarité à la carte, soit dans l'accueil, soit dans les expulsions. Le principe en lui-même est déjà évidemment profondément choquant, mais c'est un pacte qui va véritablement essayer de repousser les demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne en restreignant considérablement pour des citoyens de certaines nationalités la possibilité de demander l'asile sur le sol européen. Et en faisant ça,
la Commission européenne espère quelque part satisfaire les pays rétifs à l'accueil des migrants et des réfugiés, c'est-à-dire non seulement les pays du bloc de l'Est, mais aussi, enfin du bloc de l'Est, du groupe de Visegrad, mais aussi des pays comme l'Autriche, le Danemark ou les Pays-Bas. Mais je crains malheureusement que la Commission ne se tire une balle dans le pied avec ce pacte qui, en réalité, à nouveau, ne parvient pas à déployer une vraie politique européenne en matière d'asile et d'immigration, ne parvient pas à déployer une vraie vision, je dirais, européenne de l'asile et de la migration. Et donc, on va chercher quelque part, par couardise, par faiblesse, à se débarrasser du problème, à repousser le problème au-delà des frontières. Alors, on vit aujourd'hui dans un monde où les gens sont soumis à de nombreuses pollutions, au réchauffement climatique. Et d'ailleurs, les pays qui sont bien souvent responsables de ces pollutions sont les pays économiquement dominants. Est-ce qu'on va aller vers la mise en place d'un concept de réfugiés climatiques au niveau du droit international? Il y a pas mal de catastrophes, la déforestation de l'Amazonie, des accidents nucléaires, le réchauffement climatique qui touche des îles comme les Maldives en premier lieu, etc., avec la montée des eaux. Voilà. Quelles sont les pistes pour aller vers cette idée d'un statut légal pour les réfugiés climatiques ou environnementaux? Vous avez raison de souligner que le changement climatique est aujourd'hui un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans le monde. Selon les statistiques qui sont compilées chaque année par l'Internal Displacement Monitoring Center, qui est l'IDMC, qui est donc une ONG basée à Genève, on estime que chaque année, c'est environ 20 millions de personnes qui sont déplacées par les seules catastrophes naturelles. Et plus de 90% de ces catastrophes naturelles sont imputables aux conditions climatiques, qu'il s'agit d'inondations, de cyclones, et ce sont donc des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité vont se trouver renforcées par le changement climatique. Et donc, comme vous le disiez, comme on l'a rappelé, il ne dispose pas d'un statut dans le droit international, notamment parce que, pour l'instant, ce sont largement des migrations internes, et que donc le problème se pose assez peu au niveau international, encore que, quand on sait qu'en Afrique subsaharienne, environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus, et quand on sait que l'agriculture de subsistance est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie, eh bien, ça veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud ou qu'il pleut un peu moins que d'habitude, c'est la moitié des familles qui perdent leur première source de revenus. Et quelque part, une partie des migrants économiques qui arrivent en Europe déjà aujourd'hui et que nous qualifions de migrants économiques parce que leur pays d'origine n'est pas un pays en guerre, nous pourrions aussi bien les appeler des migrants écologiques ou des migrants climatiques. Au fond, c'est une vision très occidentale des choses que de séparer les facteurs environnementaux des facteurs économiques. Pour la majorité de la population sur la planète, l'économie et l'environnement, c'est la même chose, parce que les revenus que vous avez sont intrinsèquement liés aux conditions environnementales. Cela étant, quelles sont les possibilités d'avoir un statut de droit international pour ces personnes? Je dirais qu'elles sont en réalité quasiment nulles. D'abord parce qu'il n'y a aucune volonté politique dans les pays industrialisés d'élargir la protection et de donner de nouveaux droits à de nouveaux types de migrants, mais il n'y a pas non plus forcément de volonté dans les pays du Sud. Contrairement à ce qu'on imagine, les pays du Sud ne sont pas très demandeurs d'un statut de réfugié climatique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils craignent d'être stigmatisés. Pour les pays du Sud, être un pays producteur de réfugiés s'apparente souvent à être un État failli, comme l'Irak, comme l'Afghanistan. Ils ne veulent pas être stigmatisés. Ils disent, au contraire, nous cherchons à protéger au maximum nos populations. Nous ne persécutons pas nos propres populations. La deuxième raison, notamment dans les petites îles, vous avez cité les Maldives, on pourrait citer d'autres petits territoires insulaires. Pour ces petites îles, négocier un statut de réfugié climatique reviendrait à baisser les bras face à la hausse du niveau des mers. Et donc ces petites îles disent non. Nous demandons à ce que nos populations puissent rester sur les îles. Il est hors de question que nous capitulions en race campagne avec un statut de réfugié climatique qui reviendrait à admettre l'inéluctabilité de la disparition de nos territoires. Et puis la troisième raison, est sans doute la plus forte, c'est que les pays du Sud voient ce statut comme une manœuvre de certains pays industrialisés pour leur imposer une contrainte, une obligation supplémentaire.
85% des réfugiés protégés par la Convention de Genève sont hébergés dans des pays en développement ou dans des pays émergents. L'Europe, par exemple, n'accueille que 6% des réfugiés dans le monde. Et donc, les pays du Sud se disent que si les pays industrialisés veulent créer un statut de réfugié climatique, c'est en réalité pour leur refiler la patate chaude, si vous me passez l'expression. Ils le voient comme une obligation supplémentaire que leur imposeraient les pays industrialisés, puisqu'ils ont rapidement calculé que là où se déplaceraient ces réfugiés climatiques, ça serait en priorité dans les pays du Sud, dans les pays voisins de ceux qui sont touchés par les impacts du changement climatique. Et donc, beaucoup de pays du Sud réclament des financements pour l'adaptation plutôt qu'un statut et considèrent que des tentatives de créer un statut dans le droit international, quelque part, reviendraient pour les pays du Nord à se laver les mains du problème en créant un nouveau bidule dans le droit international. Alors, ça ne veut pas dire que rien n'existe et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de protection. Aujourd'hui, l'instrument de protection le plus avancé s'appelle l'agenda de protection Nansen. Nansen, du nom du héros national norvégien, parce que cet agenda est la conclusion d'un processus de consultation qui a été mené entre 2012 et 2015 sous la houlette des gouvernements norvégiens et suisses, qui a donc créé une sorte de texte ad hoc qui était adopté par 110 gouvernements à la fin de l'année 2015, qui s'engage à davantage protéger les droits de ceux qui sont déplacés pour des raisons environnementales. Alors, ce n'est pas un texte qui est juridiquement contraignant, c'est une incitation, c'est un encouragement, un guide de bonne pratique, mais il y a quand même 110 gouvernements, dont la France, qui l'ont adopté et qui ont par la suite créé une nouvelle organisation internationale qui s'appelle la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, en anglais Platform on Disaster Displacement, PDD, et qui est donc l'organisation chargée de superviser la mise en œuvre, l'application de cet agenda de protection. Et cette organisation était présidée par la France jusqu'au 31 décembre de l'année dernière. Et donc, si on veut vraiment se tracasser de la protection de ces personnes, je pense qu'il y a un enjeu à faire davantage de publicité, à faire davantage connaître cet agenda de protection Nansen, qui est aujourd'hui l'instrument le plus avancé que nous ayons à disposition pour protéger les droits de ces déplacés. Merci. Je trouve que cette question des réfugiés climatiques, elle est très intéressante si on la remet en perspective par rapport aux théories de l'écologie décoloniale. Est-ce que vous seriez capable de nous expliquer un peu en quoi ce serait intéressant de prendre en compte cette question justement et tout ce que vous nous avez expliqué si Absolument. on veut être un militant de l'écologie décoloniale? C'est-à-dire que très souvent, quand on va avoir cette proposition d'un statut dans le droit international, ça va être une proposition souvent pétrie de bonnes intentions. C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur les bonnes intentions de ceux qui en font la proposition, mais c'est une proposition qui adopte un point de vue strictement occidental, c'est-à-dire qui ne demande pas du tout, quelque part, quelles sont les demandes des premiers concernés et qui n'adopte pas du tout le point de vue des pays du Sud, qui considèrent encore volontiers, dans une logique effectivement un peu colonialiste, appelons un chat, que les pays industrialisés savent mieux, pour les pays du Sud, ce qui est bon pour eux, et quelque part, qu'ils ont les solutions. Et quand on voit, comme je le disais, que les gouvernements du Sud ne sont pas forcément demandeurs, et que toute une série de populations ne sont pas du tout demandeuses d'être considérées comme réfugiés. Par exemple, pour certaines populations, être appelés réfugiés climatiques est presque insultant, parce que ça sous-entend qu'ils ont quelque part perdu le combat face au changement climatique, et finalement, notamment pour les habitants des petites îles, qui sont sans cesse décrits dans le débat public comme des réfugiés climatiques en devenir, c'est une étiquette qui leur pèse et qu'ils vont parfois refuser. De la même manière, au moment de l'ouragan Katrina, il y a eu toute une polémique sur l'utilisation du terme de réfugiés. La presse parlait volontiers des réfugiés de Katrina, mais il se trouve que l'essentiel de ceux qui avaient été déplacés par l'ouragan, certains se souviennent sans doute des images de télévision, étaient noirs et pauvres. Et donc, ceux-là refusaient d'être qualifiés de réfugiés en disant « Non, nous sommes avant tout des citoyens américains et ce terme de réfugiés, c'est comme si vous nous assimiliez à des réfugiés en provenance d'Afrique subsaharienne qui viendraient chercher l'asile aux États-Unis alors que nous sommes dans notre propre pays. » Et donc, c'est vraiment très, très important lorsque on essaye d'élaborer des solutions de protection,
de prendre en compte effectivement le point de vue non seulement des pays du Sud, mais aussi le point de vue des populations qui sont les premières concernées. Merci beaucoup. Du coup, je vais enchaîner avec une question qui n'a pas vraiment rapport avec les réfugiés climatiques. Enfin, ça a un rapport d'une certaine manière, mais pas directement. Je voulais vous demander dans quelle mesure est-ce que le genre impactait les migrations? Très fort. C'est-à-dire que jadis, on était encore dans un schéma de migration d'un pays A vers un pays B pour une raison précise, et c'était généralement une migration qui était très largement masculine. Aujourd'hui, quand on regarde les flux migratoires à l'échelle mondiale, les migrations des hommes et des femmes se répartissent quasiment à égalité. Mais selon le type de migration, on va avoir des aspects qui sont très, très genrés. Par exemple, la migration économique des pays d'Asie du Sud va être parfois une migration très féminine parce que ces femmes vont trouver des emplois comme nounou, comme bonne, etc. Dans d'autres cas, on va avoir des migrations beaucoup plus masculines. Par exemple, les traversées de la Méditerranée vont souvent être le fait largement d'hommes. D'abord parce que en Afrique subsaharienne, lorsqu'il va falloir mobiliser et investir dans la migration comme une source de revenus complémentaires, la famille va généralement envoyer un des fils de la famille en ville ou à l'étranger dans l'espoir qu'il puisse trouver un travail et fournir ainsi un revenu complémentaire à la famille. De la même manière, ceux qui vont tenter la traversée de la Méditerranée vont surtout être des hommes parce que cette traversée est extrêmement dangereuse et donc souvent les familles vont envoyer le mari ou le fils pour traverser la Méditerranée et une fois arrivé, une fois qu'il aura obtenu un statut, il va chercher à faire venir femmes et enfants. C'est pour ça, on s'en souvient au moment de la crise des réfugiés syriens, beaucoup disaient mais comment ça se fait que c'est des réfugiés, etc. Il n'y a que des hommes sur les bateaux. C'est en réalité parce que les hommes ne voulaient pas faire courir le risque de la traversée de la Méditerranée à leurs femmes, à leur épouse ou à leur mère ou à leur fille et certainement pas à leurs enfants. Et donc on a un aspect très très genré sur la question des migrations. On a un aspect aussi très genré sur la question des impacts du changement climatique. Et je dirais que selon les situations, on va avoir effectivement de plus grandes vulnérabilités qui vont s'exprimer soit pour les hommes, soit pour les femmes. On va avoir soit des hommes, soit des femmes qui vont être mobilisés pour la migration, et il y a une dimension très très genrée qui est très importante à prendre en compte aussi. J'ajoute une autre dimension intéressante, et évidemment on ne va pas faire le tour de la question du genre et des migrations dans ce séminaire, mais quand on interroge les familles sur la perception qu'ils ont de la migration, sur la perception des facteurs qui pourraient les contraindre à migrer, on a souvent des perceptions assez différentes entre les hommes et les femmes. C'est très frappant, notamment si on regarde les migrations liées au changement climatique. La perception des impacts du changement climatique est parfois assez différente selon les hommes et selon les femmes. Et donc, dans les raisons qui poussent à la migration, il y a aussi une dimension genrée qui est importante à prendre en compte. Donc, pas seulement dans la migration elle-même, dans le fait de savoir qui migre, mais aussi dans la manière dont se prend la décision de migrer. Alors, on a une question sur notre chat où Isabelle nous demande si on pourrait parler d'émigrants économiques pour les expatriés, toujours en prenant un peu le point de vue des pays d'origine. Et puis, je voudrais vous poser la question aussi, vous demander quelle est la différence en termes d'impact écologique entre une migration entre guillemets riche, c'est-à-dire expatriation depuis un pays développé, souvent vers un autre pays développé, pas toujours, et une migration entre guillemets pauvre, c'est-à-dire migrants politiques ou économiques, entre guillemets encore, on doit mettre beaucoup de guillemets, des pays du Sud. Quel est l'impact écologique? Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'expatriés qui font des allers-retours, par exemple, vers le pays d'origine, qui transportent des containers de choses à travers le globe, des faits personnels, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? D'abord, sur le premier aspect, sur l'aspect des migrants économiques, effectivement, les expatriés, dans leur grande majorité, sont des émigrés ou des émigrants économiques. Et c'est un aspect du débat dont on ne parle quasiment jamais en France. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'immigration, on ne parle jamais de l'émigration. Chaque année, il y a environ 150 000 personnes
qui quittent la France, parmi eux à peu près un quart d'immigrés, donc qui poursuivent leur migration ailleurs, et 3/4 de Français. C'est un chiffre qu'on ne cite absolument jamais. Et donc notamment dans les débats, et l'extrême droite va souvent quelque part agiter le fait qu'on n'est plus du tout en mesure d'accueillir de nouveaux immigrés, mais on oublie toujours de préciser que si la France accueille à peu près 250 000 personnes par an, il y en a également 150 000 qui quittent la France. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, reste extraordinairement stable en France depuis à peu près 20 ans. Alors maintenant, sur la question de l'impact écologique de l'expatriation, il y a effectivement un impact écologique qui tient effectivement aux allers-retours en avion entre le pays d'origine et le pays de destination que vont généralement faire les expatriés. Et plus l'expatrié sera riche, plus il aura possibilité de faire des allers-retours fréquents naturellement. Au passage, c'est vrai aussi entre la France et l'outre-mer, c'est-à-dire que le coût écologique d'avoir des territoires, des départements d'outre-mer est assez considérable quand on regarde le nombre de vols quotidiens qu'il y a entre Paris et la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, ou même la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Il y a évidemment l'impact écologique du transport des containers, qui est sans doute encore supérieur à l'impact écologique d'un passager, mais à l'inverse, lorsque ce sont des migrants des pays du Sud qui viennent dans les pays du Nord, on a véritablement un point complètement aveugle de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a énormément de recherches sur l'impact culturel de l'immigration. Il y a énormément de recherches sur l'impact économique de l'immigration. La France est championne pour produire un nombre incalculable d'études sur l'impact économique des migrations. Mais il y a très peu d'études sur l'impact écologique des migrations. C'est le sens d'un projet qu'on mène actuellement qui s'appelle MISTY, M-I-S-T-Y, qui cherche à comprendre comment, dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays du Sud, les migrants peuvent apporter une contribution à la transition écologique, peuvent apporter une contribution aux politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est vraiment une dimension qui devient de plus en plus importante dans la recherche parce qu'elle a été complètement négligée jusqu'ici. Ok, merci. Donc, du coup, on voit, après tout ce que vous avez dit jusqu'ici, on voit que c'est pas forcément pertinent d'avoir une lecture nord-sud des flux migratoires. Et puis, on a aussi quelqu'un sur le chat qui nous a posé la question comment on fait pour faire évoluer les consciences là-dessus, sur la perception des migrations comme étant faites de migration positive et de migration négative, à l'impact négatif, et c'est pas toujours celle qu'on croit. Donc, comment on fait pour faire évoluer les consciences là-dessus? On a la prétention de penser que organiser un petit webinaire comme ça, c'est déjà quelque chose pour faire évoluer les consciences. Mais question très, très importante et très compliquée. Comment est-ce qu'on fait évoluer les consciences? Je dirais d'abord qu'il faut être lucide sur le constat. Et ce constat, c'est que le discours, le débat public sur l'immigration, depuis le début des années 80, a été complètement capturé par l'extrême droite. C'est-à-dire que l'ensemble des démocrates, de droite comme de gauche, ont capitulé par rapport à cette prise de pouvoir culturelle de l'extrême droite sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où c'est l'extrême droite qui fixe les termes du débat, qui impose les sujets à l'agenda. Et tous les démocrates, qu'ils soient de gauche comme de droite, il ne s'agit pas de faire de la politique partisane ici, vont se retrouver dans une situation défensive par rapport aux termes, par rapport au cadre de pensée de l'extrême droite. Et ça date du moment où Laurent Fabius, en 84, prononce cette phrase célèbre, qui dit « l'extrême droite pose les bonnes questions, mais apporte les mauvaises réponses ». Dès l'instant où on dit ça, ça veut dire qu'on accepte de raisonner sur l'immigration dans les termes et dans les cadres de pensée de l'extrême droite, et c'est une défaite extraordinaire des démocrates. Et je suis très frappé de voir à quel point le débat sur l'immigration en France est complètement téléguidé par l'extrême droite, et combien toute une série de questions, mais aussi de termes, de vocabulaire, arrivent dans le débat. Par exemple, le terme d'appel d'air, qui est aujourd'hui utilisé tant par la gauche que par la droite, est un terme qui correspond au départ à un fantasme d'extrême droite, et que l'extrême droite a réussi à imposer dans le débat public. C'est-à-dire que des termes qui faisaient hurler il y a encore 5 ou 10 ans, aujourd'hui, sont passés complètement, ont été complètement intégrés dans le débat public, et je pense que ça doit nous inquiéter.
Et donc, pour changer les consciences, je dirais qu'il faut d'abord arrêter de se placer dans cette logique défensive. Arrêter de vouloir apporter des réponses aux questions posées par l'extrême droite, mais qu'il faut reprendre quelque part la maîtrise du débat, et ça veut dire revenir à une situation où l'on pose des questions, où l'on pose les cadres de pensée plutôt que de se fondre dans ceux imposés par l'extrême droite. Et ça me paraît très très important parce qu'on sent bien que tant la gauche que la droite, disons la droite républicaine, se trouve mal à l'aise par rapport à ces questions de migration et d'asile et se trouve sans cesse sur la défensive et qu'on ne parvient plus à penser un vrai projet politique en matière d'asile et de migration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut, je pense, admettre, et c'est une erreur que nous avons beaucoup commise, nous chercheurs, que quelque part, on ne va pas pouvoir ramener la raison dans les débats publics simplement en exposant des faits et des chiffres. La force des idées et des théories d'extrême droite, c'est précisément qu'elles ne s'appuient pas, qu'elles ne s'embarrassent pas de faits, qu'elles ne s'embarrassent pas de chiffres, qu'elles ne s'embarrassent pas de la réalité. Et donc, pendant très longtemps, en tout cas, les chercheurs étaient dans une démarche où on disait « nous allons déconstruire les rumeurs et les idées reçues sur l'immigration. Nous allons démêler le vrai du faux. Nous allons vous donner les vrais chiffres de l'immigration. » Mais ça ne marche pas. Simplement parce que, d'abord, c'est très difficile d'opposer une vérité complexe et parfois très contre-intuitive à des mensonges qui sont extrêmement simples et qui vont parfois dans le sens de ce qu'on imagine être un bon sens populaire. Et parce qu'il n'y a pas une vérité sur l'immigration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité objective sur les questions d'asile et d'immigration. Il y a au contraire un très grand nombre de vérités subjectives et notre perception de l'immigration est évidemment largement influencée par notre vécu subjectif. C'est-à-dire que parfois les réalités, les statistiques nationales ne correspondent pas du tout à la réalité d'un quartier ou d'une école. Et donc, bien entendu, il ne faut pas s'affranchir de ces chiffres et de ces faits, mais je pense qu'il faut pouvoir construire un discours positif sur l'immigration. Et quelque part, ça implique, je crois, d'arrêter d'en parler au pluriel, mais de reconnaître la singularité de chaque individu et de reconnaître que les migrants ou les réfugiés ne forment pas un groupe constitué. Troisième élément, troisième proposition en tout cas, c'est de cesser d'adopter un jugement normatif sur l'immigration. C'est-à-dire que c'est comme si on avait le débat entre ceux qui étaient favorables aux migrations et ceux qui étaient hostiles ou rétifs aux migrations. Entre ceux qui considèrent que les migrations sont une chance, une opportunité, et ceux qui considèrent que les migrations sont une charge ou un fardeau. Je pense que c'est une mauvaise façon de poser le débat. Qu'on soit pour ou contre les migrations, ça n'y change à rien. C'est-à-dire que les migrations sont une réalité. C'est une transformation structurelle du monde contemporain. Et donc, le grand défi, c'est quelque part d'arrêter de nous demander si on est pour ou contre les migrations. C'est d'accepter le fait que les migrations sont là, qu'elles vont continuer, de nous demander comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser les choses au mieux. On est encore largement aujourd'hui dans une optique de résistance aux migrations. Qu'on soit de gauche ou de droite, en caricaturant un peu les choses, on va rester coincé dans ce paradigme de l'immobilité, dans l'idée que dans un monde idéal, les gens ne migreraient pas. Alors, pour caricaturer à gros traits, la droite va dire il faut ériger des murs et des barrières pour empêcher les gens de venir, et la gauche va dire il faut déverser de l'aide au développement, il faut la paix partout dans le monde pour que les gens ne doivent plus partir. Mais dans les deux cas, on reste prisonnier de ce paradigme qui considère que dans un monde idéal, les migrations n'existeraient pas. Il faut accepter le fait que c'est une transformation structurelle, que c'est une réalité et que donc le mieux qu'on puisse faire, ce n'est pas d'essayer de résister aux migrations ou de s'agiter pour savoir si on est pour ou contre, c'est de considérer que les migrations sont là et qu'il faut essayer de pouvoir les organiser au mieux. Voilà 3 propositions qui ne sont pas exhaustives et sont sans doute pas suffisantes, mais qui me paraissent en tout cas nécessaires pour essayer quelque part de changer les termes du débat. Merci. En tout cas, j'espère que ça a répondu à la question qui était posée. Peut-être pour conclure, parce que l'heure tourne et il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a une question qui parle de prospective. Je vais la lire telle quelle, parce qu'elle est assez claire. Je suppose que la crise sanitaire favorise la fermeture des frontières.
nos pays en profitent pour serrer encore la vis pour les arrivants et les arrivantes, sans moyens financiers. Qu'en sera-t-il après cette crise? Et peut-être qu'on peut vous demander de nous donner peut-être vos perspectives pour vraiment dans plusieurs années sur les flux migratoires. La crise actuelle est riche d'enseignements et effectivement la situation actuelle pousse à la fermeture des frontières. En France, on a vu les restrictions de voyage, qui sont d'ailleurs au passage des restrictions à certains droits et libertés fondamentaux. Et toute crise pousse un narratif de fermeture des frontières, parce que les gens se sentent davantage rassurés lorsque les frontières sont fermées. Et donc que ce soit une crise économique, une crise sanitaire, ou a fortiori une crise dite migratoire, les gens vont penser que le moyen de résoudre la crise, c'est de fermer les frontières. C'est pour ça qu'en matière de migration, l'extrême droite va toujours pousser un narratif de crise migratoire, parce qu'elle sait parfaitement qu'une telle rhétorique, un tel imaginaire de crise va convaincre de plus en plus de gens de la nécessité de fermer les frontières. Et le problème, c'est que c'est cette fermeture des frontières qui va créer une crise humanitaire et qui va créer un chaos migratoire. Et donc, on est dans une sorte de cercle vicieux dont on ne parvient pas à sortir, puisque la fermeture des frontières va créer une crise migratoire qui elle-même va pousser à encore davantage de fermeture des frontières. Alors, avec cette crise sanitaire, on se trouve dans une situation relativement inédite, c'est-à-dire que nous sommes, quelque part, victimes d'interdictions de voyage et de restrictions à notre mobilité qui sont, espérons-le, temporaires, mais qui sont pour le moment assez comparables à celles que nous imposons depuis des années à ceux qui proviennent des pays de la rive sud de la Méditerranée. Je me souviens parfaitement, quand Donald Trump a décidé de fermer les frontières et de suspendre les vols de l'Europe vers les États-Unis, je me souviens avoir pensé, mais de quel droit? Mais comment ose-t-il restreindre ainsi mon droit à voyager aux États-Unis? Et en réalité, l'instant d'après, je me suis dit, mais au fond, c'est ce que nous imposons à ceux qui viennent des pays du sud de la Méditerranée depuis quasiment toujours. Et donc, j'aurais tendance à dire, si on veut faire un peu de prospective, que les choses peuvent basculer dans un sens ou dans un autre. Que soit nous pouvons quelque part réaliser que la voie d'avenir va aller vers une plus grande ouverture des frontières et qu'une plus grande ouverture des frontières, ça ne veut pas dire plus de migration, ça ne veut pas dire plus de gens qui viennent, ça veut dire simplement les gens qui viennent dans de meilleures conditions et aussi, paradoxalement, avec de meilleures possibilités de les contrôler et d'organiser les migrations. Ce qui crée le chaos migratoire, ce qui crée l'illégalité, c'est la fermeture des frontières. Ou alors, à l'inverse, nous pourrons imaginer que nos sociétés vont se crisper de plus en plus, vont voir dans la fermeture des frontières une solution et qu'on va aller vers des frontières de plus en plus fermées. Je crains malheureusement qu'on aille de plus en plus vers cela. Aujourd'hui, il faut réaliser que 2/3 des Français souhaitent que les frontières restent fermées indéfiniment, même après la crise sanitaire. En d'autres termes, lorsque on se projette sur le monde d'après, 2/3 des Français souhaitent que la crise actuelle soit l'occasion d'une fermeture définitive des frontières. Mais j'imagine que du coup, avant que Jean-Baptiste pose la question suivante, j'imagine que du coup, c'est que dans un sens. Ah bien sûr, le problème c'est que les gens s'imaginent que c'est toujours dans le sens des gens qui viennent sans réaliser que les frontières sont aussi fermées dans l'autre sens. C'était le drame de beaucoup de Britanniques qui ont voté pour le Brexit en pensant que ça empêcherait les Européens de venir en Grande-Bretagne et qui n'ont pas réalisé qu'ils allaient avoir de gros problèmes pour leurs résidents secondaires en France ou en Espagne. Alors, on a aussi des questions en ligne. N'y a-t-il pas lieu d'insister sur le côté positif des migrations, voire nécessaire des migrations, notamment pour pas mal de pays européens qui sont en voie de dépeuplement? L'Allemagne fait appel à beaucoup de main-d'œuvre étrangère, notamment dans les professions dites du care. Et puis, bon, il y a des pays comme la Roumanie, la Bulgarie qui sont avec un solde démographique très négatif. Donc, est-ce que ce n'est pas nécessaire dans ces cas-là de dire clairement, d'avoir un discours de vérité, de dire les migrations sont nécessaires? Bien sûr, les migrations sont nécessaires pour l'économie, sont nécessaires pour l'équilibre démographique, pour le paiement des retraites, etc.
Néanmoins, je pense que c'est un argument difficile à employer parce que je pense que c'est un argument qui est difficilement audible pour les populations pour le moment. C'est-à-dire l'idée de devoir compter sur l'immigration plutôt que sur elle-même pour cela. Et c'est un argument qui va aussi continuellement instrumentaliser les migrations, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'elles ne sont souhaitables que pour des raisons économiques ou démographiques, et quelque part qui va quelque part enfermer les migrants dans ce cadre. Et donc, c'est évidemment une réalité, c'est une nécessité économique et démographique, mais je ne suis pas sûr qu'il faille en faire un argument, quelque part, pour plaider pour davantage de migration, à la fois parce que je pense que c'est peu audible pour les populations, et parce que ça instrumentalise les migrants. Et comme je disais, dès lors qu'on va souligner la chance ou l'opportunité que représente l'immigration, il va en trouver d'autres pour souligner le fardeau et la charge que cela peut représenter. Je pense qu'il faut vraiment arriver à avoir une approche neutre de cela, qui ne porte plus de jugement normatif. Bien, merci. On va arriver sur la fin de notre webinaire. On a quand même une question de Sylvie Alix qui demande est-ce qu'on a un exemple de pays qui organise entre guillemets bien l'accueil des immigrés? Alors c'est sans doute pas ce que vous avez vu à Lampedusa récemment, mais est-ce que vous avez Lampedusa fait en réalité tout ce qu'elle peut. C'est juste qu'elle l'est dépassée dans ses capacités matérielles, mais les habitants sont plutôt accueillants et je trouve qu'il faut quand même rendre hommage quelque part à ce que cette île ou Lesbos ou d'autres, quelque part, endurent. Alors, il y a des pays qui ont développé des approches proactives de l'immigration. Je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande, même si évidemment la situation géographique de la Nouvelle-Zélande n'est pas comparable à celle de l'Europe. Et puis, évidemment, je pense l'exemple allemand au moment de la crise des réfugiés, l'Allemagne est un des pays en Europe qui a le mieux réussi, quelque part, le pari de l'accueil des migrants comme des réfugiés. Et comme Angela Merkel le soulignait au moment de la crise des réfugiés, c'est le rendez-vous de l'Allemagne avec la mondialisation. Et quelque part, c'est aussi une leçon pour la gauche. Finalement, en Europe, celle qui a tenu le discours et la politique d'accueil la plus ouverte vis-à-vis de l'immigration, c'était une figure de la droite catholique. Une toute dernière question avant qu'on passe la parole à Rémi pour qu'il conclue. Est-ce que vous voyez un impact aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se mettent au télétravail et puis on voit aussi que l'expatriation, elle a un impact, un coût écologique assez fort. À l'échelle de 10, 20 prochaines années, est-ce que vous voyez une diminution claire des expatriations avec des gens qui travaillent plus en télétravail un peu partout? Je ne suis pas sûr. Je pense que derrière l'expatriation, il n'y a pas juste la question du travail, il y a aussi une question culturelle. Et donc, je pense qu'on n'assistera pas à une baisse des expatriations. Je pense que par contre, les lieux d'expatriation vont potentiellement devenir assez différents. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'expatriations, notamment dans les campagnes, parce que les gens n'ont plus forcément besoin d'être en ville. Je pense qu'il y aura aussi de plus en plus de mouvements du nord vers le sud au fur et à mesure que les pays du sud vont se développer, ils vont offrir de plus en plus d'opportunités économiques. Et donc, je pense que les expatriations des pays industrialisés vers les pays en développement ou émergents vont augmenter. François, je crois qu'on va s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Je voudrais vous dire un très grand merci. Tous les retours qu'on a eus là, c'était vraiment très enrichissant. Les gens ont vraiment apprécié. Ce que je voudrais dire à la fin, pour tous les gens qui écoutent, là encore, c'est qu'on vous donne rendez-vous donc au mois de mai. On a nos élections qui vont arriver, donc des représentants des Français de l'étranger. Et le ELV, vu les scores qu'on a fait aux européennes, aux municipales, on a vraiment très bon espoir. On dit à tout le monde de vous inscrire avant le 23 avril, donc il y a la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Et ce qu'on veut dire, c'est que les conseillers consulaires, les conseillers des Français de l'étranger, comme on les appelle maintenant, vont certainement avoir un rôle plus élargi, on pense, dans les années qui viennent, du fait de la crise qu'on connaît actuellement, les Français expatriés qui se trouvent un peu éloignés de leur métropole, et on travaille actuellement sur tout un programme qu'on va dévoiler très bientôt. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus. Merci à tout le monde, à tous les auditeurs, et on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Merci à vous, bonne soirée et plein succès pour les élections. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, et merci à tous les participants.